Le groupe D se jouera entre l'équipe championne du monde en titre, la France, le Danemark, la surprise australienne et la Tunisie. Par le hasard des choses, ce groupe ressemble fortement au groupe C de la dernière Coupe du Monde, où l'Australie, le Danemark et la France s'étaient déjà affrontés et qui s'était soldé par une qualification des deux nations européennes. D'ailleurs, la France et le Danemark sont des habitués des phases de poule, et depuis 1998, c'est la 4e fois qu'ils se retrouvent ensemble. Le bilan comptable entre ces deux équipes est d'une victoire chacune et d'un match nul. A voir maintenant si ce groupe D sourira ou non à l'équipe de France, comme ce fut le cas en 1998 et 2018. La Tunisie, elle, fait figure de petit nouveau car elle n'a jamais affronté les autres équipes dans des compétitions officielles. En ce qui concerne les rencontres, ce groupe D commencera le mardi 22 novembre avec un France-Australie suivi d'un Danemark-Tunisie. L'Australie s'installe de plus en plus parmi les participants réguliers de la compétition. Les voilà en course depuis la Coupe du Monde 2006 où ils avaient même passé les 8e de finale. Depuis, ils en sont à 6 participations et espèrent accroître leur record dès novembre prochain. Eux qui font partie de la zone asiatique relèvent le challenge en acquérant des succès contre les rivaux du même continent. En 2015, ils soulèvent même le titre ultime de la Coupe asiatique devant des cadors comme le Japon ou la Corée du Sud. Ils sont aujourd'hui à la 37e place au classement FIFA après avoir longtemps flirté autour de la 100e place quelques années auparavant. En phase de qualification, dès le 3e tour, l'Australie se voit confrontée au Japon et à l'Arabie Saoudite, deux adversaires légèrement au-dessus au niveau du jeu. Fort heureusement, ils ne perdent aucun point contre les soi-disant équipes plus faibles du groupe. Ils prennent alors la 3e place de ce groupe synonyme de barragiste. Et dans ces matchs de barrage inédits, l'Australie doit se défaire d'abord de l'autre 3e du groupe A de la zone AFC sur les Émirats Arabes Unis. Et sur terrain neutre du Qatar, le meneur de jeu Rustic donnera la victoire aux siens 2-1 dans un match sous pression. Cette victoire leur donne alors le droit de jouer contre le Pérou, 5e de la zone sud-américaine. Malgré une grande domination péruvienne, l'Australie maintient ses cages inviolées pendant 120 minutes et juste avant les tirs au but décisifs, le coach Arnold fait rentrer le gardien Redmayne, spécialiste de l'exercice. Et le coup tactique s'est avéré payant. Avec ses articulations à répétition, il déstabilise les tireurs péruviens pour envoyer son pays au Qatar. Graham Arnold a la particularité d'être toujours resté en Australie en tant qu'entraîneur. D'abord en tant qu'adjoint, puis entraîneur de la sélection jeune, puis ensuite encore une fois comme adjoint. Il a une grande relation avec sa fédération. Finalement, son heure de prendre l'équipe A arrive juste avant la Coupe du Monde 2018. Il redonne un vent de fraîcheur à cette sélection et défie la concurrence lors du dernier mondial avec notamment un 0-0 convaincant contre le Danemark. Ses échecs en Coupe asiatique 2019 l'a quand même mis en danger, mais cette qualification inespérée pour Qatar l'a aidé à conserver son poste. Graham Arnold va sûrement utiliser son système en 4-2-3-1, un système qu'il a toujours utilisé sur le banc de la sélection et qui a fait sa réussite. Toutes les positions sont remplies parfaitement par des joueurs de prédilection et tout le monde répond positivement à ce schéma tactique. Cela lui permet d'avoir un double pivot au milieu de terrain qui se rapproche alors de la charnière centrale pour casser les espaces entre ces deux lignes. La tactique s'appuie énormément sur ce bloc reculé pour éviter même de prendre un but. Devant, le fait d'avoir un meneur de jeu de la trempe de Rustic permet à l'équipe d'apporter le ballon dans la zone de vérité aisément et de créer des opportunités de but pour l'Australie. A défaut de regorger de noms ronflants, l'équipe entraînée par Graham Arnold dispose de nombreux talents qui pourraient bien même faire sensation en novembre prochain. Dans les cages, Matt Ryan, l'actuel gardien de Copenhague, fait preuve de grande qualité sur sa ligne, mais aussi avec un jeu de pied qui peut aider dans la relance et offrir une tactique supplémentaire à son coach. Au milieu de terrain, Aaron Mooy, chargé de jouer en sentinelle, apporte tout son leadership et sa maîtrise du ballon pour aider les siens dans les résultats. Sa combativité est également un véritable atout dans le jeu.
Adjin Rustic a repris les clés du jeu. Ce milieu de terrain reste très élégant sur le terrain et possède ce petit grain de folie pour mener une attaque à lui tout seul. Il est ce facteur imprévisible, toujours capable de créer une action par une passe précise ou un tir cadré. Awer Mabil, né au Kenya, a pris la nationalité australienne après avoir été accueilli par une famille locale. Suite à ça, il a grimpé en échelon pour être ce joueur virevoltant sur le côté gauche. Déjà décisif avec le Celta, il devrait notamment l'être avec l'Australie. Chaque minute jouée sera considérée comme un bonus pour eux. Ils ne sont pas favoris, ils le savent et ils vont devoir lutter davantage contre les grosses équipes de ce groupe. Mais ils peuvent quand même essayer de grappiller quelques points contre les autres nations. Ils font aussi preuve de grande solidarité derrière. L'aspect défensif reste une qualité de taille dans ce groupe australien, notamment pour bloquer les attaques adverses qui pourraient partir dans le dos des défenseurs. Mais il est vrai qu'il est un petit peu difficile de juger le jeu australien. Graham Arnold prend beaucoup de risques sur le terrain et sa tactique ne semble pas toujours convaincre dans le jeu proposé. L'Australie peut se vanter d'être qualifiée pour une 5e Coupe du Monde consécutive. Après ça, c'est toujours difficile de juger leur état d'esprit avant de débuter cette compétition. Ils peuvent vraiment être très embêtants derrière et conserver un résultat. Mais est-ce que ce sera suffisant pour aller au bout ? Ça, on n'en est vraiment pas sûr. La Tunisie a décidé de se passer de son prédécesseur, Mander Kabaïr, juste après une CAN en demi-teinte, et de revoir donc tous ses plans avec la nomination de Jalal Kadri, son adjoint de l'époque. Un pari fort à quelques mois de la plus belle des compétitions de football. Pourtant, la Tunisie reste un participant régulier depuis les années 2000. Après une première victoire lors du mondial 1978, ils regagnent un autre match en 2018 contre les Panama cette fois. Ils sont toujours à la poursuite d'une qualification pour les huitièmes de finale et ce, en 6 participations au total. Leur irrégularité récente les a amenés à concourir parmi les meilleures nations africaines, mais il leur manque encore quelques détails dans le jeu pour soulever un titre. Les Aigles de Carthage sont d'ailleurs réguliers au classement FIFA, où ils oscillent autour de la 30e place. Leur qualification n'était pas aussi évidente qu'il n'y paraît. Dans un groupe compliqué, avec la Guinée équatoriale et la Zambie, ils font d'ailleurs un match nul contre la soi-disant équipe faible du groupe, la Mauritanie, et ils perdent même contre la Guinée équatoriale lors de la dernière journée. Plus de peur que de mal, ils s'emparent alors de la première place qualificative avec 13 points au total. En match de barrage, ils doivent se défaire du Mali, cette équipe qui les avait même battus après un match rocambolesque orchestré par un arbitrage dépassé 1-0 lors de la dernière CAN. Pourtant, en match de barrage, malgré beaucoup de tensions et 2 équipes qui se sont observées pendant 90 minutes, la Tunisie prend le meilleur lors du match aller 1-0. Après cette ouverture du score, la Tunisie subit certes de nombreuses assauts offensives, mais garde leur cage inviolée pour obtenir alors leur ticket pour Qatar. Jalal Kadri a la particularité d'avoir fait ses gammes en Tunisie, en changeant régulièrement de club local pour apporter une expertise sur le terrain. Il a souvent été dans la rotation des coachs pour aider les clubs à se sortir des moments compliqués, comme par exemple éviter les relégations. Son moment de gloire survient alors quand il prend en main la sélection tunisienne en 8e de finale contre le Nigeria lors de la dernière CAN. Suite au test positif du coach principal, il s'affirme alors comme un grand coach, demandant à ses joueurs de jouer un peu plus haut pour déstabiliser l'adverse. Sa fédération a été épatée par ses expertises à ce moment-là et a demandé à ce qu'il devienne alors entraîneur principal juste après la CAN. Un choix parfait de par sa connaissance des joueurs, mais aussi par sa nationalité tunisienne pour rester conforme à sa fédération. Même s'ils ont expérimenté un 4-3-3 contre le Brésil en match amical, la formation tunisienne devrait quand même revenir vers un 4-1-4-1 pour rééquilibrer le jeu dans chaque compartiment du terrain. La sélection a tendance à jouer en bloc bas avec une sentinelle devant la défense pour bloquer le jeu dans l'axe. La Tunisie répond d'ailleurs plutôt bien défensivement,
encaissant très peu de buts dans les derniers matchs officiels, prouvant alors une complicité entre les différents joueurs. Le souci vient plutôt de devant, où l'efficacité a du mal à exister. Pourtant, des joueurs de grand calibre comme Khazri sont de très bons points de fixation pour laisser rentrer les milieux de terrain dans la surface adverse. Dans tous les cas, dans ce genre de grande compétition, les cartes sont remises au centre et la Tunisie va pouvoir se libérer davantage. Les joueurs tunisiens s'exportent plutôt bien un peu partout en Europe. Elle comprend des talents évoluant aussi bien en France, en Angleterre qu'en Suisse. Parmi les plus connus, on retrouve le défenseur Dylan Brown, véritable mur humain, capable de rentrer dans son opposant pour freiner le jeu. Il est ce patron de la dernière ligne et tente de ne jamais se faire déborder dans son dos. Au milieu de terrain, Elias Chekri a déjà acquis de l'expérience en Bundesliga. Dans un milieu à 3, il est cet intercepteur pour ralentir le jeu et permettre à ses partenaires de se replacer rapidement. Il a aussi cette particularité d'être très complet dans son jeu au pied où il alterne passe, tir aisément. À ses côtés, il sera épaulé par Laïdoni qui dispose des mêmes qualités et qui fait preuve de beaucoup de complémentarité avec les autres milieux de terrain. Il a réalisé une bonne CAN et espère réaliser la même chose au Qatar. Il y a aussi la star prêtée par Manchester United à Birmingham, Hannibal Mejbri, qui apprend aux côtés des meilleurs actuellement. Devant, hormis Youssef Msakni, dont ses qualités de dribble ne sont plus à démontrer, la tête d'affiche est bien Wabi Khazri, buteur efficace qui a toujours tout donné sous le maillot tunisien. Il est capable d'accélérer le jeu et de tenir le ballon sous la pression. Tout le peuple tunisien attend à ce qu'il marque davantage pour sa deuxième Coupe du Monde. Ce qu'on peut analyser par rapport à cette sélection, c'est la régularité des résultats. Mine de rien, la Tunisie a obtenu son deuxième ticket consécutif pour une Coupe du Monde et la chance se présente à nouveau pour pouvoir enfin espérer passer la phase de poule. C'est aussi une équipe qui maintient toujours leurs résultats sous la pression. Ils sont capables de tenir le match nul ou une victoire 1-0, et ce, quel que soit l'adversaire. Ils sont toujours très concentrés dans les phases défensives et il est toujours difficile de passer cet obstacle rouge. Mais attention quand même parce que devant, le problème d'efficacité peut faire défaut contre d'autres nations. Il faudra être plus tranchant dans les derniers mètres. La Tunisie voudra faire bonne figure dans ce groupe D. Le talent existe, les éléments sont là. Ils ont démontré récemment, aussi bien en barrage contre le Mali que contre le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations, deux équipes supposées supérieures sur le papier, que l'adversité ne leur faisait pas peur et qu'ils sont capables de se surpasser contre les grosses nations. À eux de faire un bon résultat contre l'Australie et tout sera possible pour les hommes de Khazri. Progressant d'année en année et fournissant même des joueurs de grand calibre, le football au Danemark s'est montré très ambitieux ces dernières années. La demi-finale du dernier Euro en est l'exemple concret. L'équipe s'est même accordé une place de choix à la 10e place au classement FIFA. Et pourtant leur passé en Coupe du Monde n'est pas aussi glorieux que leur parcours en Coupe d'Europe. Seulement 6 participations au total depuis leur première en 1986 et une place en quart de finale acquise en 1998. Après cela, le parcours s'achève rapidement dans les phases à élimination directe et le Danemark a du mal à gérer ce genre de rencontre. Pourtant, l'équipe actuelle danoise a les qualités collectives pour faire beaucoup mieux et être cet outsider tant attendu dans les grandes compétitions. Le Danemark a démontré en phase de qualification qu'ils étaient un sérieux prétendant pour remporter la Coupe du Monde. En effet, dans un groupe à 6 équipes, avec notamment l'Autriche, l'Écosse et l'Israël, ils n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire et se sont même permis d'être la première équipe européenne qualifiée pour le mondial. Non seulement ils ont gagné leurs 9 premiers matchs, mais ils ont surtout encaissé aucun but sur leurs 8 premiers matchs. Ils prouvent un certain équilibre entre attaque et défense où chaque instruction est parfaitement gérée. La dernière défaite contre l'Écosse n'aura finalement pas de conséquences si ce n'est donner une place de barragiste à ces derniers. Kasper Schulman n'a pas eu la carrière de footballeur qu'il souhaitait, mais a largement été séduit par une carrière sur le banc. D'abord en dirigeant le club local de Nordsjælland, dans lequel il a remporté dès la première saison de la Super League danoise en 2012,
et le qualifie même le club en Ligue des Champions. Une véritable performance pour un club fondé uniquement en 2003. Schulman a vraiment marqué les esprits au Danemark par son esprit tactique permanent, toujours à changer un élément qui peut tourner la rencontre en sa faveur. Il comprend les fondements du jeu et adapte son plan en fonction des joueurs à sa disposition. C'est un idéaliste qui obtient toujours ce qu'il veut dans les moments cruciaux. Son expertise l'a finalement conduit à prendre les rênes de la sélection danoise en 2020. Et depuis, ses prestations sont mises en avant partout en Europe. Il a même eu des touches pour rejoindre la Première Ligue récemment. Le Danemark s'adapte de plus en plus à un système en 3-4-3 avec une forte appétence pour le jeu de possession. Son style de jeu s'apparente beaucoup à celui de Marcelo Bielsa, où les deux éléments du milieu ne doivent pas se contenter de rester uniquement dans une seule zone, mais bien de se proposer facilement à leurs partenaires pour garder le jeu fluide. De plus, sur les côtés, l'apport de piston est primordial pour apporter plus de largeur dans le jeu offensif. D'ailleurs, les latéraux font régulièrement des courses endurantes au bord de leur ligne. Enfin, comme tout schéma tactique offensif, le pressing à la perte est un fondement essentiel pour garder cette pression continue sur leur adversaire. Pas besoin de grands attaquants devant quand le milieu de terrain est la pièce maîtresse du système de jeu de Schulman. Même si le Danemark s'appuie surtout sur un collectif soudé, les individualités sont quand même bien nombreuses. Dans les cages, Kasper Schmeichel, imposant des gardiens danois qui gardent toujours la forme, et même s'il s'est offert un nouveau challenge du côté de Nice, il prend constamment le dessus sur ses adversaires. Dans une défense à 3, en plus de Christensen ou Andersen, le capitaine Simon Kjær est signe d'exemplarité et de régularité en défense. Il rassure tout le monde par ses oppositions claires et sans bavure. Sur le côté, même s'il est en difficulté en club, Joachim Müller est la pièce maîtresse du système de Schulman en sélection. Il fait preuve de grande endurance pour parcourir des dizaines de kilomètres sur sa ligne. Et en plus, ses centres sont toujours bien dosés pour trouver un attaquant dans la surface. Au milieu de terrain, la sentinelle de choc est Pierre-Emil Højbjerg. Vaillant joueur capable de couvrir toute la largeur du terrain et il est très difficilement franchissable par ses opposants et s'annonce comme un roc sur chaque intervention. L'autre métronome du milieu de terrain est bien entendu Christian Eriksen, qui retrouve son meilleur niveau avec Manchester United et qui est capable de voir des actions avant les autres. Il est celui qui donne le tempo du jeu en alternant jeu long et jeu court. Devant, il n'y a pas un joueur qui se démarque, mais plutôt un collectif. On peut citer Damsgaard, qui était la révélation du dernier Euro et qui s'intègre parfaitement au jeu collectif danois. Il pourra être épaulé par Martin Braithwaite ou Kasper Dolberg devant. L'une des grandes qualités du Danemark est la facilité à faire circuler le ballon. Avec un Eriksen en chef d'orchestre capable de jouer long ou court, les mouvements se font fréquents et peuvent facilement déstabiliser le bloc adverse. On peut aussi noter que leurs résultats récents parlent pour eux. Ils savent dominer leur adversaire rapidement et ramener des résultats contre des grosses équipes. En Ligue des Nations, la France est d'ailleurs tombée en septembre dernier sur le score de 2-0. Mais il est vrai que dans cette sélection danoise, il manque peut-être un vrai numéro 9 de renom. Braithwaite, Dolberg, Poulsen n'ont que très peu de temps de jeu cette saison et ils ont souvent tendance à gâcher les actions danoises devant le but. Il faudra vraiment régler le tir pendant la compétition. Le Danemark est ce concurrent dont il faudra se méfier le plus. Le jeu collectif est parfaitement bien huilé et les joueurs se connaissent les yeux fermés sur le terrain. L'événement traumatisant de Eriksen en 2021 est toujours présent dans les têtes, mais depuis ce jour, on sent une véritable solidarité au sein de ce groupe qui peut les amener très loin dans n'importe quelle compétition. La France a eu un parcours un peu atypique depuis leur titre de champion du monde. Un titre certes en Ligue des Nations, mais des résultats en dents de scie. Leur non-assurance dans le jeu les a amenés à perdre des points et se retrouver même 4e au classement FIFA. Ils vont devoir défendre leur titre et c'est loin d'être gagné. Pourtant, la France réalise sûrement le plus haut palmarès depuis le passage à 32 équipes pour une Coupe du Monde. Champion devant son public en 1998 avec un étincelant Zinedine Zidane, finaliste en 2006 avec des performances de haut vol contre des grands favoris, puis bien entendu champion en 2018 après avoir dominé la Croatie en finale 4-2.
Et si on analyse les résultats, la France gagne ou bien la France s'écroule. Et quel sera alors le bilan après ce mondial au Qatar? Impossible à dire. L'équipe de France aurait pu se simplifier la tâche rapidement dans ce groupe composé de l'Ukraine, la Finlande ou encore la Bosnie. Beaucoup de rencontres se sont d'ailleurs terminées sur des matchs nuls et la France s'est servie de ça pour prendre les devants rapidement. Tant elle a été surprise par la Bosnie un partout et même 2 fois contre l'Ukraine où elle n'a jamais réussi à prendre les 3 points. Mais elle a aussi démontré que l'équipe pouvait être très sérieuse, comme ce fut le cas en écrasant le Kazakhstan 8-0 à domicile. Sans surprise, la France obtient son ticket directement sans perdre un seul match. Didier Deschamps a la particularité d'avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur, puis en tant que sélectionneur. Il aurait pu partir sur ce succès, mais le challenge d'être une nouvelle fois champion était trop tentant. Avant d'être cautionné au banc de touche, Didier Deschamps a été vu en qualité de milieu relayeur, un aspect qu'il cherche à remettre en place dans chacune des équipes entraînées. Et effectivement, partout où il passe, il a triomphé. La montée en Serie A avec la Juve, une finale de Ligue des Champions avec l'AS Monaco et surtout un titre en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Ses fondements de jeu sont loin d'être séduisants, mais ça fonctionne pour gagner des titres. Didier Deschamps aurait pu poursuivre son 4-2-3-1 victorieux de la Coupe du Monde, mais finalement il a suivi la tendance actuelle du 3-4-3 avec un meneur de jeu en la personne de Antoine Griezmann, capable d'être libre de ses mouvements, et de 2 attaquants complémentaires capables de repiquer un peu plus bas pour demander le ballon. Sur les côtés, les pistons sont eux chargés de monter haut pour adresser un centre ou apporter une supériorité numérique. Enfin, les 2 milieux de terrain et la défense sont assez regroupés dans l'axe pour empêcher toute tentative adverse. Sur le papier, la tactique paraît intéressante, sauf que le sélectionneur a parfois du mal à trouver les bons joueurs au bon poste, ce qui donne un cafouillage sur le terrain. Néanmoins, Deschamps a prouvé qu'il pouvait innover en plein tournoi, comme il l'avait fait en 2018 après le match contre l'Australie. La France ne manque pas d'individualité. La concurrence est rude à chaque étage et les rotations entre joueurs existent. Parmi ceux qui pourraient relever la tête au Qatar, on note dans les cages le capitaine Hugo Lloris. Lui qui pourrait bientôt devenir le recordman de sélection en bleu poursuit son ascension au plus haut niveau. Il fait preuve de régularité dans ses performances et sort toujours des parades impeccables au bon moment. Même s'il est quelque peu décrié et poussé vers les sorties par les performances monstrueuses de Mac Maignan, Lloris garde cette expérience inégalable en Coupe du Monde avec sa 4e participation. Derrière, il y a aussi des embouteillages. La liste est très longue en défense centrale. Jules Koundé, Dayot Upamecano, Presnel Kimpembe ou encore William Saliba. Lucas Hernandez est en grosse interrogation suite à sa blessure au genou. Mais le leader de la défense reste Raphaël Varane, de retour au premier plan avec United et toujours précis dans ses tacles, il prend régulièrement le meilleur sur son opposant. On va avoir besoin d'un Varane solide mais aussi leader pour le prochain mondial. Sur les côtés, on retrouve Théo Hernandez, Jonathan Klaus ou encore Benjamin Pavard. Au milieu de terrain, Kanté et Pogba incertains, la relève devrait être donnée aux jeunes espoirs comme Kamavinga, Guendouzi ou encore Fofana. Et celui qui va devoir prendre ses responsabilités s'appelle Aurélien Tchouaméni. Depuis son arrivée à Madrid, il excelle dans les pressings et la récupération haute du ballon. L'ancien monégasque sera important pour contrôler cet entrejeu. Un peu plus haut, malgré la renaissance de Nkunku, Griezmann garde la confiance du sélectionneur et se positionne en numéro 10 pour se déplacer librement sur toute l'étendue du terrain. Il est très appréciable par sa disponibilité récurrente et son support défensif dans les moments critiques. Enfin, devant, il y a plein d'ailiers de qualité qui savent user de leur qualité de percussion comme Kingsley Coman, Ousmane Dembélé ou encore Diaby. Mais ce sera bien Kylian Mbappé, le titulaire en puissance. Lui qui est capable d'accélérer sur son côté et de prendre la profondeur dans les meilleurs des moments. Enfin, devant, outre le retour de Olivier Giroud en pleine bourre, Karim Benzema devrait être ce numéro 9. Lui qui est capable de redescendre très bas pour demander le ballon ou encore de se faire discret de la défense pour ensuite prendre le dessus et marquer un but improbable. C'est un véritable tueur et on aura besoin de ça pour le prochain mondial.
L'équipe de France dispose sûrement du meilleur effectif au monde. On connaît ce potentiel avec des individualités et le talent existentiel. Le danger peut venir de partout, aussi bien sur coup de pied arrêté que sur contre, et une action peut aller très vite et se transformer en but. Le statut actuel de l'équipe de France, quand on porte le maillot bleu, on est un danger permanent pour n'importe quel opposant. Alors autant se servir de ça pour intimider les autres et de ne pas être dominé dans le jeu. Mais attention quand même parce que les résultats récents en Ligue des Nations mettent le collectif en doute. On a du mal à voir un véritable collectif derrière tout ça. Pourvu que ces défaites de septembre dernier serviront surtout de leçon pour la suite de l'année civile 2022. La France veut défendre son titre. C'est un objectif tout à fait réalisable et avec la qualité de l'ensemble des joueurs, tout paraît possible. Après, avec les polémiques en interne, certains joueurs qui se sentent un petit peu au-dessus des autres ou encore le manque de cohésion dans le collectif actuel, on a presque peur que ce groupe explose. Les résultats récents ne parlent pas en leur faveur et il faudra relever rapidement la tête pour ne pas être surpris d'entrée. Il est très difficile d'évaluer l'état d'esprit de ce groupe. La France était supposée être la grande favorite, mais ces deux dernières défaites contre le concurrent direct danois remettent toutes les cartes en main. La Tunisie pourrait créer une mini-surprise en jouant plus décontracté et beaucoup plus porté vers l'avant, alors que l'Australie paraît être une des nations les plus faibles de toute la compétition. Même s'il est vrai que le champion du monde en titre a toujours tendance à se faire éliminer en phase de poule, je vais rester optimiste pour ce pronostic en mettant la France première, deuxième le Danemark, troisième Tunisie et quatrième Australie.